Bonjour à tous et mille merci de nous retrouver pour ce 5e et dernier jour de la semaine digitale des PME, donc au Hub chez BPI France, pour évoquer un dernier sujet qui est peut-être le plus rassembleur, qui est peut-être le plus grand public et le plus concernant pour nous tous. C'est le sujet de la relation client. On le disait juste avant en off avec un panel que je vais vous présenter, toujours d'excellente qualité, que c'est peut-être le plus vieux métier du monde. C'est très concernant depuis la nuit des temps, la relation client. Donc je vais vous présenter déjà en introduction, on a la joie aujourd'hui d'avoir avec nous Jonathan Lascar, qui est directeur du Hub de BPI France. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, qui va nous dire quelques mots pour évoquer cette semaine qui vient de se dérouler sur de la digitalisation des PME et sur ce dernier jour consacré à la relation client. Est-ce que c'est un hasard ou peut-être pas? Vous allez nous dire ça, Jonathan Lascar. Et puis ensuite, je vais vous laisser d'ailleurs commencer. Et ensuite, je présenterai notre panel de start-upers et d'experts qui vont intervenir ce soir. C'est à vous, Jonathan Lascar. Merci Quentin et merci à vous tous qui nous avez suivis avec beaucoup d'assiduité pendant cette semaine. Aujourd'hui, voilà, on est là pour parler de l'enjeu du digital dans ces PME, dans ces industriels. La brique numérique, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est un peu peut-être le moment d'accélérer cette transformation digitale. C'est ce qu'on essaye de faire un peu tous les jours au quotidien chez BPI, mais avec une période un peu atypique comme celle que vous avez traversée. Quand je dis vous, c'est les entrepreneurs, les entreprises de tout niveau. D'abord parce qu'il y a des enjeux de problématiques de trésorerie, on l'a vu, BPI France a essayé d'agir là-dessus rapidement. Et ensuite, c'est de se dire comment je profite finalement dans un rebond, dans un regain d'optimisme, d'aller plus loin en se digitalisant, en mettant la brique technologique et le transfert, la transformation digitale finalement au cœur de votre activité pour aller plus vite. Ça se ressent comment? Ça se ressent, Quentin. Déjà, il y a un chiffre important, c'est que ce soir, on va frôler les 1500 inscrits, enfin participants, c'est-à-dire qu'en moyenne, on aura eu plus de 300 participants qui ont suivi à chaque fois cette heure et demie sur le sujet de la relation entre les PME et le digital. C'est quand même remarquable parce que nous-mêmes, c'est un enjeu puisque aujourd'hui, là, on est au Hub. 700 inscrits, je crois. On est au Hub et il y a 700 inscrits ce soir exactement. Et donc, en cumulé, plus de 1500. Si on avait voulu faire cet événement physiquement au Hub, concrètement, on n'aurait pas pu le faire. Déjà parce que techniquement, on peut accueillir entre 100 et 150 personnes. On n'aurait pas eu la possibilité de vous avoir aussi nombreux. Et on n'aurait pas eu aussi l'interactivité, l'interaction que nous avons aujourd'hui puisque vous avez posé des questions. Il y a une équipe derrière qui peut vous répondre et pousser du contenu. Donc finalement, on est passé à un format très interactif, participatif et qui est beaucoup plus dynamique. Donc nous-mêmes, on est un peu content de cette nouveauté. Ça, c'est le premier point. Le Hub de BPI, donc il y a le lieu physique sur lequel on vous accueille. On accueille finalement ce plateau télé aujourd'hui, mais c'est avant tout d'abord une mission d'accompagnement des startups, des fonds d'innovation dans lesquels nous avons investi chez BPI France. Donc à chaque fois qu'il y a un deal qui est fait, l'équipe du Hub passe beaucoup de temps pour les aider à atteindre leurs objectifs, mais pas seulement, aussi sur la partie relation avec les PME, les corporates, puisque il y a un enjeu qui est un primordial pour les startups, c'est de faire du chiffre d'affaires. La relation client, on va en parler tout à l'heure, et donc aussi de connecter avec des futurs clients. Et donc des PME de demain. Ça, c'est un point qui est important. En ouverture, en début de semaine, il y avait le directeur exécutif de l'accompagnement, Guillaume Mortelier, qui était là, justement pour vous parler de l'impact et de la relation que nous avons, l'enjeu du rôle de BPI France pour booster vous, les industriels, les PME. C'est un point qui est important pour nous et on croit fort justement dans cette relation, dans l'addition que peut apporter la technologie, la tech, pour demain en faire des champions européens. On a quasiment, on peut le dire, aujourd'hui pas mal de très belles pépites de beaux champions du numérique. On pense qu'on a des industriels exceptionnels et il faut qu'on puisse y aller encore plus loin et on espère en tout cas que la tech vous permettra d'y parvenir. C'est un enjeu sur lequel nous travaillons
ici en interne dans la maison. Très prochainement, il y aura une plateforme, on travaille sur une plateforme qui va vous aider, qui va permettre justement de faire interagir ces deux communautés. Donc ce sera le projet Tech in Fab qui sera live au premier trimestre 2021. On a vraiment hâte de pouvoir vous aider sur ces problématiques-là pour vous aider à devenir les meilleurs de votre secteur. Donc voilà ce en quoi on croit et voilà pourquoi on est très content d'avoir organisé cette PME Digital Week avec vous. Je profite donc rapidement, Quentin, pour te remercier pour ton dynamisme tout au long de cette semaine, puisque tu as animé avec brio tous les sujets qui ont été abordés avec les acteurs à chaque fois qu'ils sont en duplex, qu'on arrive à solliciter. Je remercie en même temps rapidement l'équipe technique, toute l'équipe du Hub qui a beaucoup travaillé et œuvré pour avoir la qualité de cette semaine-là. Et je vous laisse pour continuer sur l'enjeu de la relation client. Merci Jonathan Lascar et merci à vous tous. Donc je le disais, vous êtes 700 inscrits aujourd'hui. Vous avez été largement plus de 1000 à nous suivre tout au long de la semaine. Et Jonathan Lascar, c'est intéressant ce que vous avez dit, cette mise en abîme, le digital, ça nous a permis à nous cette semaine de pouvoir regrouper autant de personnes, ce qui n'aurait pas été possible. Bon, le hub là, on peut pas voir l'intégralité de l'espace évidemment, mais c'est quelque chose d'assez spacieux. Mais effectivement, là 700 personnes, ça aurait été un petit peu petit. Donc c'est justement ce genre de prouesse que peut accomplir le digital et c'est merveilleux. Merci infiniment Jonathan Lascar. Merci. Nous avons coutume chaque jour depuis le début de la semaine de vous adresser, de vous poser des questions concernantes, en tout cas le plus concernante possible, concernant votre lien avec le digital, vos envies, vos besoins. Et donc ce soir, en termes de relations clients et de digital, donc j'ai 3 questions à vous poser que je vais vous demander de noter, auxquelles vous pouvez réfléchir et vous pouvez y répondre sur le live en haut à droite. Et nous donnerons comme chaque soir, pour ceux qui nous ont suivis toute la semaine, j'espère, j'imagine qu'il y en a, on donnera les résultats tout à l'heure d'ici une grosse heure. Donc la première question, c'est comment évalueriez-vous votre niveau de digitalisation de la relation client? La deuxième question, c'est comment évalueriez-vous encore votre niveau de connaissance des enjeux de cybersécurité liés à la relation client? Ça aussi, c'est très, très important. Et la troisième question, c'est tout simplement vos 3 priorités. Vous listez vos 3 priorités en termes de digitalisation de la relation client. Donc voilà les 3 questions. Je vous les rappellerai au fur et à mesure de notre after work. Et donc évidemment, les résultats seront communiqués à la fin. Donc il est temps désormais d'avancer, de démarrer notre discussion. Je vais vous présenter nos quatre intervenants ce soir. Donc, vous l'avez vu, depuis le début de la semaine, on a plus ou moins le même nombre de personnes à distance et en présence. Ce soir, il y a du monde en présence et je vais commencer par la personne qui est en distance. Il s'agit de Benjamin Mougin, qui est responsable conseil chez BPI France, notamment sur les questions dont on parle, qui nous intéressent, qui sont les questions de transformation digitale. Bonsoir Benjamin Mougin. Bonsoir. Je constate que la connexion est parfaite, que l'image est limpide, le son également, c'est merveilleux. Je me tourne à ma gauche pour vous présenter Arnaud Laurent, qui est président de All Wines et représentant de la Fabrique de l'exportation. Bonsoir. Et encore un peu plus à droite, c'est une façon de parler évidemment, Hugo Mercier, directeur de compte Sendinblue. Bonsoir Hugo, vous pitcherez tout à l'heure votre start-up pour nous raconter tous les bienfaits et tous les services que vous proposez. Et enfin à ma droite, donc il a remplacé en lieu et place de Jonathan Lascar, Timothée Rebourg, qui est PDG de Sealed. C'est bien ça? C'est ça. PDG de Sealed, qui est déjà là. C'était vraiment un élément de langage horrible, qui pitchera tout à l'heure sa start-up. Donc, on a coutume depuis le début de la semaine d'avoir une première partie expertise où on débroussaille. Il y a du grain à moudre. On pose des questions sur ces enjeux de la relation client. En l'occurrence, ce soir, moi, je vous invite, messieurs, qui pitcheraient tout à l'heure,
à écouter évidemment cette première partie et à intervenir si le cœur vous en dit. Si vous avez des questions, n'importe quel ajout, n'importe quel commentaire à faire, faites-le. Et vous évidemment qui nous regardez, eh bien c'est votre soirée hein, évidemment depuis le début de la semaine. Donc posez vos questions sur le live, on les prendra et puis on les posera à nos experts. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez une personne, si vous ciblez une personne en particulier, n'hésitez pas à le préciser. Voilà, je crois que les présentations sont faites. Donc, messieurs, lorsqu'on est une PME, comment les partenaires, d'ailleurs, comment les entreprises ont réagi quand la crise du Covid a débuté et surtout quand on a commencé à comprendre que tout cela allait poser certains problèmes a fortiori pour la relation client. D'ailleurs, les premières réactions humaines, c'était quoi, Arnaud Laurent, quand on prend le pouls, si on revient quasiment un an en arrière maintenant, cette crise se matérialise. Des bâtons dans les roues partout, des commerces fermés, le lien physique fini. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des PME à ce moment-là? Alors, je parlerai surtout pour les PME exportatrices. Il y a vraiment eu une phase de stupéfaction, hein, comme tout le monde, c'est-à-dire clairement impossibilité de voyager. Donc, très difficile d'aller voir les clients. Il faut bien voir que la plupart des PME françaises se déplacent en permanence et régulièrement sur zone voir leurs clients, leurs prospects. Or là, absolument impossible. Première réaction, c'est pas très grave. Heureusement, on est déjà un peu digitalisé, on a Zoom, on a Teams, on a des tas d'outils. Donc, et d'ailleurs, ça tournait pas mal dans les réseaux, on dit c'est très important de garder la relation client. Donc, appelez vos clients tous les jours, appelez vos prospects, très important. Bon, maintenant, ça durait. Ouais. Du coup, la phase d'après, c'était mais je peux pas appeler mon client toutes les semaines non plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Et puis, je peux pas voyager. Donc, c'est un petit peu embêtant. L'humain, c'est très, très important. Et donc, au fur et à mesure que les mois ont passé, on a vu en fait à la fois une crainte de la part de la plupart des PME exportatrices et, soyons honnêtes aussi, des directeurs export, hein, des responsables commerciaux aussi qui pouvaient plus se déplacer en disant qu'est-ce que je fais? Et encore à la limite, quand je connais bien mes clients, je connais bien les différentes personnes, je peux entretenir, donc gérer la relation client au travers des outils numériques, en les appelant, en envoyant de l'information, etc. Donc ça, pas de souci. Mais un autre souci, c'est qu'est-ce que je fais pour avoir de nouveaux clients? Parce que il est clair aussi que pendant cette crise, il y a des clients qui ont disparu ou qui ne commandent plus. Donc, il y avait une sorte de pression, une injonction de l'entreprise tout à fait légitime en disant il faut des prospects, il faut aller en chercher d'autres. Alors là, la conquête de clients sans pouvoir voyager, on s'est retrouvé face à une partie de la population assez démunie par rapport à ça. Parce que convaincre, rassurer et parler avec les clients qu'on a déjà acquis à distance, et en gros, vous l'avez très bien expliqué, Arnaud Laurent, remplacer les heures de voiture, les heures de transport par des heures sur Microsoft Teams ou sur Zoom, c'est possible pour rassurer. En revanche, convaincre à distance, ça c'est peut-être plus compliqué, Benjamin Mougin. Qu'est-ce que vous en pensez? Avoir de nouveaux clients, convaincre sur un logiciel devant un ordinateur, c'est quand même plus complexe que quand on se trouve sur place et qu'il y a le body language, un certain fit avec les personnes qu'on rencontre, etc. Non, c'est très clairement un sujet et c'est clairement pas le moment qui a été choisi pour faire de la conquête par les entreprises. Mais ça a permis aussi, le digital a permis au travers d'outils qui ramènent de la donnée, d'outils d'analyse de marché, d'identifier justement ces prospects, de commencer à travailler sur un plan de prospection au sortir de la crise, même si on sait que là, on est dans un deuxième confinement. Mais en fait, ça a permis aux entreprises, et on l'a vu, nous, en tant qu'accompagnateurs conseil des PME, c'est qu'elles ont mis à profit cette période pour se poser, pour travailler justement sur la suite, sur la prospection, sur ce rebond, en se disant, on a nos clients. Déjà, on essaie de faire ce service après-vente, ce customer care en étant proche d'eux au travers des visios, comme vous l'avez expliqué. Mais on a aussi tous ces autres clients qu'il va falloir aller voir justement pour avoir des relais de croissance parce qu'on affronte un moment un peu compliqué. Et donc, c'était le moment qu'ils ont mis à profit justement pour se poser, pour se dire, OK, ça, c'est mes clients, mais peut-être que j'ai d'autres clients qui seraient peut-être plus pertinents, qui seraient peut-être plus faciles à aller chercher, sur lesquels il y a moins de concurrence. Et ça a été un moment qu'ils ont vraiment mis à profit pour ça. Hugo Mercier, vous êtes directeur de compte chez Sendinblue. Je crois que vous souhaitez intervenir.
on est en plein dedans en fait. Donc on s'est rendu compte que la création de liens était quasiment impossible. Hein. Là, je parle au nom de business locaux, de magasins physiques, d'entreprises qui ne pouvaient plus communiquer et qui ne pouvaient plus, créer du lien de manière normale. Hein. Donc, de manière normale, c'est de manière physique. Et on s'est vite rendu compte qu'il y a eu un vrai boom de cette volonté vraiment de pouvoir communiquer de manière digitale via des canaux différents. Hein. Mais il y a eu un moment donné où un certain nombre d'entreprises, de PME, de structures se sont dit qu'il fallait absolument pouvoir prendre le train du digital, et c'était la période qui a été la plus propice, je pense, à ça. Justement, on a commencé à l'évoquer, la réaction, la première réaction des clients cette fois, quand il y a eu ce branle-bas de combat de les appeler pour les rassurer, qu'est-ce qu'ils ont été tentés de faire et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant qu'on a un petit peu de recul sur cette crise tout de même qui dure évidemment beaucoup trop, tout le monde est de cet avis, mais au début, comment la réaction des clients, c'était quoi exactement? Je pense au début, il y a une prise de recul, il y a de l'adaptation à avoir sur la situation, il y a un vrai besoin de certitude, et c'est vrai que la période ne l'offrait pas. Donc du coup, je pense qu'il a fallu décaler certains projets, certaines décisions pour après au final se poser et bien prendre des décisions. Quel mot est-ce qu'on trouve quand on est expert, Benjamin Mougin, de la relation client? Comment est-ce qu'on rassure parce que c'est un contexte de crise sans précédent. Quels mots on trouve? Quels arguments? Qu'est-ce qu'on dit à un client qui est aussi apeuré dans l'imprévu que nous? Qu'est-ce qu'on lui dit, les premiers mots? C'est sûr que personne n'a la réponse vraiment précisément. Nous, nos clients chez BPI France, ce sont les PME. C'est vous qui êtes de l'autre côté de votre ordinateur à écouter cette conférence. Et donc, nous, on a lancé ce qu'on appelle une campagne de care call, justement, pour être proche des entreprises et déjà les écouter. En fait, plutôt que de parler, de prendre la parole, de proposer, de faire des propositions, déjà prendre ce temps d'écouter. Et l'écoute est vraiment capitale dans ces moments-là pour capter en fait les besoins, les attentes et comment s'adapter à ces nouveaux besoins, ces nouvelles attentes. Voilà, c'était vraiment la clé pendant cette période-là. Et nous, si on peut catégoriser en fait des entreprises, on a 3 types d'entreprises qui ont bien résisté. C'est les entreprises qui commercialisent leurs produits surtout au travers de la grande distribution. On a toutes les PME plus industrielles qui ont une grande diversité de clients. Et donc, justement, quand on a cette grande diversité de clients, on est un peu moins touché par la crise. Et donc, l'intérêt, c'est de se dire, on va pousser vers ça, on va pousser vers la diversification et vers la recherche de nouveaux clients pendant cette période-là. Et puis ensuite, la troisième catégorie, et c'est un peu le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est les PME les plus digitalisées, celles qui étaient les plus digitalisées. Et je pense que l'histoire l'a montré, c'est celles qui ont traversé le mieux cette période-là. Merci Benjamin Mougin. Arnaud Laurent, dans le cadre de l'export, cette fois spécifiquement, la digitalisation de la relation client est-elle aujourd'hui nécessaire, plus que jamais? Ah oui, alors plus que jamais, parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Benjamin. Toutes celles qui étaient déjà relativement digitalisées ont pu beaucoup plus facilement rebondir. Après, ce qui s'est passé dans les phases suivantes, quand les entreprises se sont rendues compte qu'elles ne pourraient plus voyager pendant un bout de temps, elles ont dû se réinventer. Et là, ce qu'on a vu apparaître ces derniers temps, c'est que, comment faire passer un certain nombre d'informations autrement que par 45 minutes en Teams, en Zoom, ou etc. Parce que c'est très très dur. Ouais. Au bout d'un moment, on a l'habitude, je crois que vous l'avez tous fait, le small talk et de la découverte, c'est pas possible. Ça reste un canal éventuellement pour négocier, mais il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être transmises d'autres façons. Et donc, on a vu apparaître un certain nombre le film corporate, par exemple, est redevenu sur le devant de la scène. Beaucoup de gens ont repris leurs vidéos aussi pour aller filmer les machines, filmer les produits, filmer les personnes. Ouais. Parce que toute cette partie présentation du produit, présentation de l'entreprise, valeurs, émotions, etc., peuvent être transmises
notamment par la vidéo, en amont de toute négociation. Donc ça a été quelque chose d'assez significant pour pas mal d'entreprises, alors que d'autres attendent de voir un petit peu ce qui se passe, mais il y a eu un vrai virage, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a eu aussi une accélération de la digitalisation, notamment des choses qui paraissaient de la science-fiction avant, telles que les showrooms numériques ou virtuels. Et là, tout d'un coup, ça devient vachement intéressant et les gens commencent à s'y intéresser. Tiens, si mes clients peuvent venir voir en virtuel mes produits, voir les toucher, etc. Et puis, il y a des tas d'autres choses aussi qui sont mises en place qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure. Il y a des tas il y a des tas d'entreprises, pas forcément des petites entreprises d'ailleurs. Je pense notamment, j'en entendais parler hier à Stihl, l'allemand outillage de jardin, qui lance là enfin une plateforme de e-commerce. C'est-à-dire que c'était même pas parmi les priorités. Timothée Rebourg, vous êtes PDG de Stihl. Comment est-ce que vous avez réussi? Quelle technique vous avez perfectionné, découvert peut-être pour garder le lien avec clients et avec vos collaborateurs, en fait, si on prend tout ça au global, parce que finalement c'est la même chose, ça reste l'humain et c'est très important. Oui, alors pour nous, chez Stihl, on est nous-mêmes une PME, donc on a subi aussi cette crise, donc on est passé en télétravail complet. C'était quelque chose auquel on était habitué. On a des personnes qui sont déjà en télétravail complet chez Stihl de base, donc on avait déjà tous les outils pour faire de la visioconférence, travailler à distance, effectivement pas passer ses journées sur Teams à discuter, mais avoir des canaux secondaires asynchrones. Et vis-à-vis de nos clients, on a observé en fait un phénomène en deux temps. Il y a eu un temps de stupéfaction effectivement au moment du confinement, où en fait globalement tous nos prospects et clients nous ont dit voilà, nous aujourd'hui on a une urgence à traiter qui est réussir à mettre en place les outils. Et une fois que ce moment de stupéfaction était passé, il y a eu quelque chose de plus proactif pour aller protéger finalement des canaux qui ont été créés en urgence. Donc nous, on est une entreprise de cybersécurité. On aide les entreprises à protéger leurs données et en particulier les données clients. Et c'est vrai qu'au début de la crise, il n'était pas trop question de la cybersécurité. C'était avant tout trouver un quelconque canal pour protéger, pour échanger des données. Donc je prends des exemples de concessions automobiles qui devaient collecter des documents pour faire un achat de voiture. Là, c'était fait par email, sauf que c'est contraire au RGPD et à des tonnes de réglementations. Et donc, on est arrivé avec des solutions permettant de digitaliser ça très simplement et de façon sécurisée, par exemple. Timothée Rebourg, on en reparlera tout à l'heure de vos cas précis de clients et ce qui se passe réellement dans les coulisses de chez Stihl. Arnaud Laurent, vous l'avez dit, donc il y a eu une accélération du digital, la showroomisation numérique, vous en avez parlé, mais avant de parler de cette accélération, j'aimerais qu'on s'arrête sur les écueils, sur les failles. Qu'est-ce qu'on a rencontré en matière de relations clients comme problème pendant cette crise, les écueils, les failles, quelles leçons on tire de ça, Benjamin Mougin? Les écueils, ils sont nombreux, c'est ceux de sursollicitation. C'est de s'appuyer, si on reste sur le digital, c'est d'utiliser les outils digitaux de manière trop massive pour sursolliciter ses clients, sursolliciter ses partenaires. L'idée, c'est toujours d'être dans une certaine mesure. En fait, pour revenir à la question que vous posiez sur l'export et la digitalisation de la relation client, en gros, le digital, ça amène trois changements majeurs. C'est qu'on a beaucoup plus accès à la donnée, à l'information. Donc, il y a bien sûr le mot valise d'infobésité, c'est-à-dire qu'on a trop d'informations. Et en même temps, cette information, pendant ces temps de crise, on peut la saisir pour en faire le meilleur et pour appréhender de nouveaux marchés, pour identifier de nouvelles opportunités. On a le digital qui amène un changement de dimension, c'est-à-dire que on passe du local au global, c'est-à-dire que là où notre marché était local, régional, national, il devient global. Et grâce au digital, grâce à des outils très simples comme LinkedIn qui vous permet d'entrer en contact avec n'importe quel prospect à l'autre bout de la terre, grâce à du social listening, des outils comme Mention ou Spot Social qui vous permettent d'évaluer l'appétence de certains clients sur un marché donné, et ben vous allez pouvoir changer de dimension. Donc ça, c'est vraiment deux verticales, hein, deux changements majeurs que les entreprises ont dû s'approprier dans ce moment-là. Et la dernière chose, c'est le dernier changement qu'amène le digital, c'est l'élévation des attentes. Ce qu'on dit, c'est que les utilisateurs, maintenant, ils attendent tous des expériences digitales d'excellence.
enfin surtout sur le B2C, et c'est spécifiquement sur ces points-là que l'entreprise devra se démarquer et que l'entreprise pourra se démarquer par rapport à ses concurrents pour faire la différence et pour offrir justement une expérience digitale d'excellence. Expérience digitale d'excellence, d'autant que maintenant tout le monde a un peu touché à ça, tout le monde s'y connaît un petit peu, donc tout le monde a décelé justement les problèmes et les failles des différents outils qu'on leur met sous la main. Benjamin Mougin, vous avez souligné quelque chose d'intéressant, le fait que peu importe si on est un grand groupe, peu importe si on est une PME ou n'importe quelle société, quand on est assigné à résidence, quand on est contraint de travailler depuis chez soi, eh bien les émotions prennent le dessus, et donc de la même manière qu'il est plus compliqué de terminer sa journée de travail en fermant son ordinateur plutôt qu'en allant dans l'ascenseur pour rentrer chez soi, ce qui est finalement plus simple, eh bien on est tenté quand on est chez soi devant son ordinateur je vais pas dire le mot harcèlement parce qu'il est très facile et c'est pas exactement le cas, mais il est plus simple, disons, de sursolliciter davantage, de la même manière d'ailleurs qu'on s'est rendu compte que les gens à distance faisaient davantage de réunions, terminaient plus tard, étaient plus sollicités. C'est exactement de ça dont on parle. Donc, vis-à-vis des collègues, davantage de réunions, et vis-à-vis des clients, de la sursollicitation. On peut dire ça ? Exactement. Non, Arnaud Laurent, c'est clair. Alors, je pense qu'on peut dire ça, mais à l'export, on peut pas trop faire ça. En fait, parce que autant nous, latins, en France, c'est quelque chose qui passe bien, de discuter assez longuement avec les personnes. À l'export et par Zoom, c'est pas possible. Avec les Asiatiques, vous allez pas pouvoir les sursolliciter. Au bout d'un moment, ils vous répondent plus. C'est pas possible. A fortiori avec le décalage horaire et voilà, tout un tas de paramètres qui peuvent poser problème. Donc, c'est absolument pas possible. Donc, déjà, du coup, ça crée un petit peu de problème. C'est que ils auraient bien aimé compenser en ayant plus de relations alors qu'ils en avaient de moins en moins. Donc, il a fallu trouver des nouvelles parades, et j'aime beaucoup ce qu'a dit Benjamin parce que c'est vrai, beaucoup de PME les plus agiles en ont profité pour utiliser les outils digitaux pour faire de la prospection et pour rechercher. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une accélération de toute l'approche d'intelligence économique qui encore il y a pas mal de temps était perçue comme un peu un gros mot pour les PME en disant mais ça sert à quoi ? Mais là, grâce à tous ces outils-là, c'est beaucoup plus facile qu'avant d'aller chercher de l'information, et il y a eu un besoin très fort d'information pour aller trouver les clients de demain. Et du coup, pas mal de temps, toutes on va dire les directions internationales un peu agiles ont commencé à aller rechercher les opportunités à l'étranger, des nouveaux clients, et on passait pas mal de temps. On fait un shift depuis l'action purement commerciale à des actions beaucoup plus, on va dire, intelligentes, structurées, de réflexion, de remise en cause et de stratégie en fait. C'est ça qui s'est passé également. Merci Arnaud Laurent. J'en profite pour vous rappeler, chers spectateurs, les 3 questions qui ont été posées au début de notre discussion, dont les résultats seront connus à la fin, d'ici une grosse heure maintenant. Les 3 questions, je vous les rappelle, n'hésitez pas, répondez-y en haut à droite du live. C'est des questions simples, c'est des questions concernantes qui vous concernent et dont on a vraiment très envie d'avoir les réponses. Comment évalueriez-vous votre niveau de digitalisation de la relation client, sans filtre, hein, vous dites la vérité. Comment évalueriez-vous votre niveau de digitalisation de la relation client ? Deuxième question, c'est comment évalueriez-vous cette fois votre niveau de connaissance des enjeux de cybersécurité liés à la relation client ? Et enfin, la troisième, énumérez vos 3 priorités en termes de digitalisation de la relation client. Voilà, vous pouvez y répondre. Vous avez encore 1 heure, ça vous laisse un petit peu de temps pour répondre à ces 3 questions en haut à droite du live sur votre page web. Je reviens à nous, à vous, messieurs. On a déjà commencé à en parler, mais c'est un sujet effectivement capital. Quid de la donnée et de la sécurisation des données, notamment des données clients d'ailleurs, c'est qui est le plus important. Son importance est-elle croissante ? Comment est-ce qu'on fait face à ce problème ? Parce que c'est vrai qu'à distance, on a peur. Enfin, déjà, la situation est inhabituelle. À distance, on a peur. Et en plus, s'il y a effectivement une faille des données, etc., alors là, c'est la cata. Il faut tout recommencer depuis le début, Arnaud Laurent. Oui, surtout que là encore, au niveau de l'international, si jamais vous êtes assez efficace et vous commencez à envoyer des données sensibles sur vos produits, vos prix, par exemple, ça a toujours été très sensible. Il y a des concurrents qui peuvent regarder ces choses-là, les négociations. Donc, dès qu'on fait ça à distance,
il y a certaines PME dans des secteurs sensibles qui vont dire attention, je suis pas à l'aise. D'ailleurs, on l'a entendu, hein, on a dit attention, on peut plus utiliser Zoom, il faut utiliser Teams. Il y a eu Teams, Microsoft aussi. Enfin, ça dépend comment on regarde et dans quel secteur on est, mais on peut se poser un certain nombre de questions. Donc, on en discutait avant cette intervention. C'est clair qu'il va y avoir une demande de plus en plus forte de solutions françaises de sécurisation de bout en bout pour pouvoir converser, négocier, envoyer de l'information sensible sans avoir cette crainte de piratage. Alors que quand on est en présentiel, encore que ça dépend des pays, hein, mais en général, on arrive à sécuriser un petit peu plus ce qu'on présente et ce qu'on négocie. Donc là, il y a un vrai sujet sur lequel il faut se pencher. En fait. La cybersécurité made in France, c'est une réalité aussi, c'est une préoccupation, une envie. Benjamin Mougin, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet absolument crucial c'est prégnant. De toute façon, d'une part parce qu'il y a de plus en plus de données qui sont digitalisées, donc forcément le besoin est croissant. C'est vrai qu'il y a ce côté peur en fait des solutions qui sont pas françaises. Donc ça c'est très très clair. Le télétravail ajoute à ces risques, hein, parce qu'on sait qu'il y avait déjà, je crois, 90% des entreprises qui devaient être victimes de cyberattaques en 2017, pardon. Donc ça doit être encore plus maintenant. Avec le télétravail, quand vous êtes avec votre ordinateur et que votre ordinateur reste sans surveillance, reste pas protégé, quand on se rend compte aussi que les PME sont les principales concernées, parce qu'en fait, on peut se dire les PME sont moins concernées, mais c'est faux. Elles sont moins protégées, donc forcément, ce sont des cibles privilégiées. Et puis, on voit qu'il y a une disponibilité de choses sur Internet, c'est-à-dire que si je tape comment fabriquer un virus ou comment faire un virus, je vais trouver une palanquée de résultats et ce sera très simple pour moi de m'adonner à ce nouveau type de loisir. Et on voit que ce type de loisir, ça peut être pour de l'argent avec des ransomware, ça peut être un employé de l'entreprise qui va vouloir se venger éventuellement d'un comportement, ça pourra être les concurrents, ça pourra être idéologique si je suis un hacker vegan qui veut venger l'industrie bouchère, enfin qui veut venger les véganes contre l'industrie bouchère, je pourrais m'attaquer à une boucherie industrielle. Enfin voilà, il y a plein de motivations qui sont venues, il y a beaucoup de manières et beaucoup de raisons pour lesquelles ces risques augmentent, et ce besoin justement d'outils français qui soient des références du marché sont vraiment clés. Et je crois d'ailleurs, Benjamin Mougin, avant de laisser Arnaud Laurent vous répondre, je suis mauvais élève parce que le chiffre a été cité hier et je l'ai pas noté, mais je crois qu'au début de la crise et pendant les premières semaines du confinement, il y a eu une hausse assez significative de tentatives de piratage et etc. Donc ça a accentué encore davantage la peur de se faire piller ses données, ses informations confidentielles, etc., etc. Ouais, exactement. Non, c'est pas une réponse à Benjamin, mais c'est justement un autre aspect qu'on remarque aussi, c'est qu'il faut bien voir qu'au niveau international, toutes les cartes ont été un petit peu rebattues. Et dans les secteurs les plus en pointe ou à plus fort potentiel, tout le monde est sur le pont en train de regarder comment on va rééquilibrer, quelles nouvelles alliances on va faire, en gros, quelles entreprises on va acheter, ou est-ce qu'on va pas se faire racheter aussi, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont été fragilisées, d'autres qui sont renforcées. Donc en gros, on est sur un énorme échiquier stratégique où là, tous les acteurs de toutes les géographies, vous imaginez très bien desquels je veux parler, et nous, Français, avec beaucoup de technologie aussi, et des belles pépites, on est sur un échiquier. Et du coup, le besoin de protection, ou bien le besoin de renseignement aussi, il faut le voir dans les deux sens. Il se trouve que ma société a rejoint Salveo, qui fait partie du groupe Adit, qui est à la pointe sur ce genre de choses. C'est de plus en plus stratégique, de plus en plus important, et la sécurisation et l'accès à l'information, aussi bien donc en défensif que en compréhension de l'environnement, est de plus en plus importante. Et ça passe avec du digital aussi. Alors, il y a le digital plus le présentiel, qui peut pas être remplacé. Il y a beaucoup de choses, il faut aller voir les gens. Mais c'est deux alliés de plus en plus importants
pour pouvoir jouer sur cet échiquier. Merci Arnaud Laurent, pardon, j'en profite pour vous dire, chers spectateurs, que cette semaine, cette soirée, c'est votre moment. Donc, je vous ai posé des questions tout à l'heure auxquelles évidemment je vous encourage à répondre, mais vous, évidemment, posez-nous vos questions aussi. Posez vos questions à nos quatre spécialistes qui sont présents ce soir. Adressez-leur vos problématiques, les questions que vous posez, vos craintes peut-être. On vient d'évoquer la cybersécurité, ces sujets effectivement épineux. Posez vos questions sur le live et on les prend au vol et on y répond évidemment. D'ailleurs, quelles recommandations est-ce que vous feriez, Benjamin Mougin, Arnaud Laurent et vous aussi, messieurs, qui pitcheraient tout à l'heure, quelles recommandations vous feriez pour les PME qui nous regardent sur ce sujet, justement? Alors, vas-y Benjamin, vas-y. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même 2/3 des intrusions surtout dans les PME qui sont liées à des mails frauduleux. Donc, pour moi, l'action numéro 1, c'est la sensibilisation des collaborateurs. Parce que avant d'être technologique, le risque, il est humain. Donc ça passe par quoi? Ça passe par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des SI, qui produit en fait pas mal de contenu là-dessus, et que les entreprises peuvent communiquer à leurs collaborateurs, peuvent afficher dans l'entreprise pour sensibiliser les collaborateurs là-dessus. Nous, chez BPI France, nous avons un module dédié à la cybersécurité qui, en 10 jours, permet de faire un diagnostic pour identifier les failles qui peuvent exister dans l'entreprise, sensibiliser justement les collaborateurs à ces failles et aux dangers, aux risques qu'ils encourent, et ensuite mettre en place un plan d'action pour les accompagner là-dessus. Donc ça, c'est sur la partie plutôt données un peu entreprise, et sur la partie données clients qui sera abordée par les intervenants de SILD. Je pense qu'on peut commencer. C'est vraiment la première brique, hein, c'est pas le principal, mais la première brique, c'est déjà de commencer à se mettre au carré sur la RGPD, tout simplement parce que c'est réglementaire, qu'il y a des sanctions qui sont prises vis-à-vis des entreprises qui ne sont pas mises au carré sur ce sujet-là. Et donc, c'est important de construire son registre de données, de mettre en place toutes ces choses basiques qui font le socle aussi de sa politique de données et de données clients en particulier. Et ça aussi, c'est un sujet sur lequel on accompagne les entreprises sur des formats de 5 jours avec nos consultants BPI France. Merci Benjamin Mougin. Vous avez quelque chose à Arnaud Laurent? Je vous voyais acquiescer de façon pas grand-chose parce que c'est très complet ce que vient de dire Benjamin. Il y a peut-être quelque chose en plus à l'international, c'est que de plus en plus il y aura besoin de données et de sécuriser la donnée aussi, parce que vous savez les combats qui existent actuellement sur notamment l'extraterritorialité, hein. Il y a les Américains, il y a maintenant les Chinois qui vont s'y mettre, et donc il y a beaucoup de données qui vont devoir être protégées ou qu'il va falloir communiquer pour montrer qu'on est bien dans les normes, notamment Sapin 2, etc. Donc là aussi, de plus en plus de données, de plus en plus de besoin, soit de les communiquer, soit de les sécuriser, voire les deux. Donc c'est très important. Merci, messieurs. Peut-être avant de passer à la partie pitch, messieurs, une recommandation, une sensibilité, un trait d'esprit à partager sur ce sujet, je crois qui est très concernant, parce qu'en fait, la cybersécurité, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois chaque jour cette semaine, et donc on comprend au bout de quelques jours qu'il y a certains sujets qui fâchent nécessairement, mais qui du moins suscitent l'intérêt. Ouais, moi il y a une recommandation qu'on ne cesse de répéter, qui est de dire maintenez vos logiciels à jour, faites les mises à jour dès qu'elles sortent, ça nous embête. C'est une recommandation qu'on fait tout le temps. L'ANSSI l'a refait encore aujourd'hui. J'ai vu un post passer. On voit des attaques qui sont perpétrées par des hackers et sur lesquelles les éditeurs publient des mises à jour, mais les personnes ne le mettent pas à jour. Et 3 mois après, on voit des nouvelles attaques, des ransomware, etc., qui paralysent des entreprises tout simplement parce qu'on n'avait pas fait la mise à jour, parce que ça nous embêtait. Donc ça, c'est très simple, mais faites-le. Et vous disiez, Benjamin Mougin, vous parliez des mails frauduleux. Donc c'est tout, j'allais dire c'est tout bête, mais c'est le cas. C'est en gros encourager les gens à devenir
parano dès qu'il s'agit de données, de mails, et dès qu'il y a le moindre soupçon, que ce soit une faute d'orthographe ou une parenthèse mal placée, parce qu'on en a tous reçu des mails comme ça sur notre Gmail ou même sur notre mail pro. D'ailleurs, ça peut arriver. Dès qu'on a la puce à l'oreille, dès que c'est vraiment la question de la paranoïa du digital. C'est ça en fait. Être attentif au à la moindre truc qui cloche, quoi. Exactement. C'est vraiment faire preuve de paranoïa raisonnable et raisonnée. Oui. Mais c'est vrai que c'est ce que vous disiez aussi sur le fait des mises à jour. Là encore, on est dans l'humain et c'est vraiment clairement le point faible de l'entreprise. C'est l'humain sur ces points-là, sur ces points de cybersécurité. Il y a vraiment un sujet à bien sensibiliser les collaborateurs. C'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment le premier point, le premier socle. Et après, ça devient technologique. Et ensuite, il y a la protection technologique que Sylve pourra détailler. Mais déjà, commencer par ça, c'est vraiment le basique. Et donc, pour terminer, merci infiniment Benjamin Mougin. Pour terminer cette première partie, vous en avez un petit peu parlé, Arnaud Laurent, vous avez mis les pieds dans le plat tout à l'heure. Cette accélération du digital, cette showroomisation, avez-vous dit, ça s'est traduit comment? Si on est un peu positif, qu'est-ce qui s'est passé de bien pendant cette crise et qu'est-ce qui va aboutir, même dans le monde d'après, sur une relation client pérenne, la relation client pérenne du monde d'après et donc qui passe de façon intrinsèque par le digital. On sait pas, c'est une véritable aventure, mais c'est vrai qu'on aurait parlé de showroom virtuel il y a quelques temps, on n'est même pas en rêve, mais tout d'un coup, toutes ces PME n'ont plus de budget voyage et n'ont plus de budget salon. Or, les salons à l'export, c'est vraiment le truc utilisé le plus, c'est beaucoup de voyages. Et du coup, ils disent, tiens, mais il faut qu'on fasse autre chose. Et du coup, un showroom digital, why not? Et quand ils regardent, alors c'est un peu expérimental, il commence à avoir vraiment des solutions qui sont très intéressantes, qui peuvent être couplées aussi à distance avec des échantillons qui auraient été envoyés dans les pays. Et on arrive à faire des échanges à distance, parfois en touchant le produit, vraiment très intéressant. Donc on s'habitue à ça. Donc il y a une accélération des outils digitaux et de cette acceptation de nouveaux types d'outils. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Arnaud Laurent, une question nous parvient sur le live et elle est parfaitement formulée, déjà parce qu'elle est bien écrite, mais en plus parce qu'elle résume une crainte et un point qui est revenu là aussi chaque jour cette semaine, c'est dès qu'on parle de changement, dès qu'on parle d'innovation, il y a une petite défiance, voire une hostilité totale. Donc cette personne sur le live nous dit « Aujourd'hui, dès qu'un chef d'entreprise prononce le mot numérique, on lui répond peur, risque, crainte, sécurité, protection, attention, avant même de présenter les bénéfices ou les démarches. Ça nuit considérablement à l'acceptation de la transformation numérique par les chefs d'entreprise. Comment avancer? C'est une question qu'on a déjà posée. Comment avancer? Comment faire tomber cette frontière symbolique qui fait que, très humainement, on a peur du changement? Je me tourne vers vous, Timothée Rebourg. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas, effectivement. Alors, je comprends cette crainte de dire, finalement, le numérique, c'est source de risques. On pourrait, si on n'avait pas d'ordinateur, on n'aurait pas de ransomware, on serait pas paralysé. Mais à réfléchir comme ça, finalement, on va rester au fax et à pas utiliser les ordinateurs. Et les sources d'innovation, les sources de revenus de demain, c'est du numérique. Et il y a des façons de construire le numérique de façon raisonnée, sans être parano et en évaluant les risques de façon parfaitement mesurée, pragmatique. Arnaud Laurent, encore une fois, je vous acquiescer et vous avanciez même sur votre chaise tellement votre envie de réagir était... Parce que j'ai entendu notamment le mot peur et que c'est vrai que avant je me moquais un petit peu des coachs et il se trouve que je me suis formé en coaching d'organisation, donc avec beaucoup de systémique il y a 2 ans et juste avant la crise et ça m'est extrêmement utile. Et en fait, c'est vrai que dès qu'il y a des transformations fortes, donc qu'elles soient digitales, moi je parle souvent de transformation internationale parce que ça bouleverse beaucoup de choses, à chaque fois ça génère des peurs. Et donc les peurs, c'est du coup il s'agit de les traiter, de regarder pourquoi on a peur. Faut pas que ça dégénère en violence, mais au contraire que ça devienne créatif pour essayer ça peut être un moteur en fait pour transformer l'entreprise et accélérer un certain nombre de choses. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit ignorer. C'est logique que dès qu'il y a plus de digital, dès qu'il y a plus de transformation, ça génère des peurs. Il faut l'accepter et le travailler. Ne pas le travailler, c'est dangereux. En fait. La peur du changement, la peur de l'innovation, la peur du digital. Peu importe le pays, peu importe la culture, Arnaud Laurent, vous diriez que c'est absolument... parce que là, évidemment, je vais tenter de dire... Non.
Non, là, c'est sûr que la peur du digital, elle est totalement inexistante en Chine. Elle est même, on le sait bien, il y a absolument pas de peur par rapport à ça, ni par rapport à la sécurité, ni par rapport à l'aspect privé. Donc non, c'est très très inégal. Et d'ailleurs, on l'a vu, c'est un des sujets qu'on a regardé avec notamment le think tank, la Fabrique de l'export. On a vu des très très grandes inégalités géographiques par rapport à la crise, avec l'Europe qui s'est comportée à peu près de la même façon, les États-Unis qui ont eu aussi un premier recul assez fort, et l'Asie qui a accéléré très très fortement, qui s'est très facilement adapté à la fois aux nouveaux outils, aux masques qu'ils avaient déjà, c'était un peu dans leur culture, et puis c'est très étonnant, la Chine, moi je vais très souvent en Chine depuis très longtemps, on a dit mais non, c'est l'endroit où ce qu'ils aiment, c'est le contact humain, c'est d'être autour des tables rondes et de faire du business, c'est plus possible, on va pas aller voir qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on voit 10 mois après? Ils n'ont jamais fait autant de business et ils sont adaptés, ils sont chez eux alors qu'ils ont des tout petits chez eux. Et derrière l'écran, ils se sont adaptés, mais comme nous, jamais on arriverait à s'adapter aussi vite. Donc en fait, non, on n'est pas tout à fait égaux par rapport à ça. Et je pense que nous, Français, qui avons cette appétence quand même pour la technologie, pour l'humain, c'est un des enjeux, d'ailleurs tu as cité tout à l'heure, c'est comment remettre l'humanité au maximum dans les outils digitaux. C'est pour ça que j'aime bien aussi tout ce qui est vidéo, etc. Il faut qu'on apprivoise avec notre culture ces outils-là et qu'on le mette au service même de la commercialisation, de la relation client avec nos gènes et avec nos outils. C'est un gros enjeu, ouais. Alors humainement, Arnaud Laurent, Benjamin Mougin et vous tous, une question vient d'arriver. Comment les commerciaux doivent collaborer avec leurs collègues du digital? Pose-t-on comme question sur le live, probablement un commercial qui souhaite quelques conseils. Est-ce que Benjamin Mougin, cette question vous inspire une réponse? C'est vrai qu'on voit de plus en plus des solutions, en fait une hybridation de la fonction commerciale, avec justement de la prise de rendez-vous en ligne, avec la Salesforce des outils de Salesforce Automation, comme on appelle ça, qui permettent d'aider les commerciaux à suivre leur pipe d'opportunités, à suivre comment est-ce qu'ils vont mener ces choses-là. Et pour revenir au sujet précédent, parce que c'est le même, en fait, c'est s'il y a une crainte, c'est vraiment parce qu'on n'a pas embarqué les équipes. En fait, le seul vrai conseil qu'il faut donner, c'est d'embarquer des équipes, de co-construire avec eux. Si on impose un outil, aussi bon soit-il, on est certain que l'adoption sera jamais là. Si on embarque les équipes, qu'on leur explique qu'ils sont à l'origine des choses, là, le succès sera quand même beaucoup plus probable. Voilà. C'est vrai qu'imposer un outil digital sans le dire à quiconque, et d'ailleurs, quand on impose un outil digital, généralement, on retire un autre outil qui était déjà là depuis plus longtemps. Je me rappelle au bureau, moi, la disparition du téléphone fixe du jour au lendemain au profit de casques de je sais plus quelle société américaine. C'était assez folklorique. Je me rends compte, messieurs, avec effroi qu'il est déjà 17h47 et que nous allons devoir passer, évidemment, avec joie, sur les pitchs de nos deux startups du soir. Néanmoins, je vous rappelle, chers spectateurs, avant de passer à la partie start-up, les 3 questions que nous avons posées en début de notre échange, et déjà c'est la 3e fois je crois, donc je tiens vraiment à ce que vous répondez, vous l'avez compris. Comment évalueriez-vous votre niveau de digitalisation de la relation client? Première question, comment évalueriez-vous votre niveau de digitalisation de la relation client? Deuxième question, comment évalueriez-vous cette fois votre niveau de connaissance des enjeux de cybersécurité liés à la relation client? Et enfin, la 3e question, c'est lister vos 3 priorités en termes de digitalisation de la relation client. Voilà, je crois que cette fois, j'en ai fini pour ma petite partie Julien Lepers. On va pouvoir passer à Sendinblue. Donc, on a le bonheur d'avoir avec nous en présentiel Hugo Mercier, qui est directeur de compte chez Sendinblue. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous pitcher votre société, Hugo Mercier? Quel miracle accomplissez-vous pour les PME qui nous regardent ce soir? Bon, alors, je sais pas si on applique un miracle, mais en tout cas, Quentin, merci. Je vous ai pas remercié tout à l'heure, mais c'est un plaisir de pouvoir participer et de pouvoir représenter Sendinblue aujourd'hui face à vous tous. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que vous avez pu suivre, regarder sur Internet, tous devant votre écran, ce qu'était Sendinblue. Mais on agit depuis 2008, pour justement un certain nombre de structures, donc de PME, de TPE aussi, de grandes entreprises, dans le cadre de leur communication digitale. Donc on offre depuis maintenant 8 ans une solution très intuitive et très fluide pour justement communiquer efficacement avec les clients, les abonnés, les utilisateurs finaux, donc par l'email en grande majorité, mais sur d'autres canaux, donc via une plateforme digitale très intuitive.
Et donc moi je suis en charge de cette de la commercialisation de l'offre sur le marché français. Merci Hugo Mercier. Il y a déjà une question pour vous et d'ailleurs je vous encourage à poser vos questions à Hugo Mercier, à tout le monde, mais maintenant qu'on est en partie startup, évidemment, challenger Hugo Mercier, challenger Timothée Rebourg qui interviendra ensuite. Posez-leur toutes vos questions, ils sont là pour ça. Hugo Mercier, comment adapter les contenus commerciaux de l'entreprise aux canaux digitaux, nous demande quelqu'un sur le live. Il y a différentes cas de figure. On s'est rendu compte, notamment pour les... Je vais prendre l'exemple du retail spécialisé avec de la vente d'objets spécifiques en magasin généralement, et c'est le cas de beaucoup de magasins en France. On s'est rendu compte qu'il y avait un besoin absolument d'apporter de l'image, et je pense que Laurent en a parlé tout à l'heure avec des showrooms digitaux et ce type d'outils. Mais on s'est rendu compte que la présentation, la photo, la vidéo est devenue vraiment prépondérante dans les communications, dans les newsletters. Donc nous, on est dans l'email, donc vous doutez bien que la présentation des produits était importante, mais l'adaptation, elle s'est fait directement depuis les outils, avec la photo, la vidéo, sur la présentation de ces produits-là. Maintenant, j'ai pas de guidelines précises à vous adopter parce que les sujets vont être différents en fonction des industries. En tout cas, si tu dois prendre cet exemple-là, oui, la photo et la vidéo, clairement, sont prépondérantes. Hugo Mercier, que permet de faire l'outil de marketing relationnel, justement, du mailing, du ciblage client, d'autres choses? Il y a plusieurs cas de figure. On a besoin de communiquer avec nos clients. Donc, je pense qu'on a tous reçu des newsletters, que ce soit en interne ou en externe. Mais on va communiquer, on va donner des informations, on va apporter des informations sur nos produits, sur notre entreprise via de la newsletter, et on va automatiser certaines actions. Je prends un exemple, j'effectue un achat sur Internet, je laisse un article dans un panier, du coup je vais pouvoir faire de la relance de panier abandonné via notre outil, via du marketing automation, ce qui va me permettre au final de ne pas perdre cette vente. Hugo Mercier, parlez-nous de clients, parlez-nous de clients spécifiques, de clients concrets, et parlez-nous de ce que vous leur proposez au quotidien. Je vous l'ai dit, on accompagne, donc Sendinblue a la chance de proposer une plateforme qui accompagne tout type d'entreprise, donc de la TPE à la grande structure qui a besoin d'outils flexibles et intuitifs. Donc on a plusieurs exemples en tête, mais on a si je prends l'exemple de la boutique Arthur par exemple qui a bien témoigné avec nous, notamment sur l'importance qu'a pu avoir Sendinblue dans la communication digitale. Grâce à l'outil, grâce à l'analyse et à l'automatisation de certains emails, certaines communications via le SMS, on augmente rapidement l'engagement et par moments aussi la visite sur notre site internet, ce qui va au final augmenter la conversion de nos clients. Et on a des exemples chiffrés, je crois que c'est 8% en plus en moins de 6 mois, il me semble. On a d'autres exemples, hein, mais La boutique Arthur, donc ce sont les vêtements pour masculins, c'est ça. Comment, du coup, vu que vous en parlez, vous citez donc effectivement la marque Arthur. Comment ça s'est passé pendant cette crise depuis février-mars dernier pour Arthur? Qu'est-ce que vous avez, quel dialogue vous avez avec eux, quelles questions comment ça s'est passé tout bêtement, les coulisses de votre. J'ai pas la chance d'accompagner Arthur directement, mais ce que je sais, c'est qu'on a eu l'obligation d'être beaucoup plus proche de nos clients, que ce soit dans le cadre de l'accompagnement qu'on peut fournir via un chargé de compte, un Customer Success Manager qui peut accompagner les différentes entreprises, mais également via un service client. On s'est rendu compte qu'il y a eu un certain nombre d'interrogations, de craintes, donc de peur, on en a parlé tout à l'heure, et donc on a accompagné au quotidien ces entreprises via des initiatives. Donc je peux parler de la création de comptes de manière gratuite. Vous pouvez actuellement sur Sendinblue créer un compte gratuitement pour communiquer. Vous vous rendez compte que je pense que vous imaginez que on a eu un record monumental de création de comptes gratuits. Donc on a augmenté des quotas de communication qu'on permet à nos entreprises de garder ce lien-là. Mais ce qui a été primordial pendant cette période-là, que ce soit pour la boutique Arthur ou pour d'autres solutions, c'est d'apporter le suivi qui était nécessaire justement au maintien de l'activité, donc là de l'activité en ligne. Exactement. La suite chez Sendinblue, quand je dis la suite, c'est le monde d'après, le retour à la normale, si tant est qu'il arrive un jour. Enfin, non, c'est un peu le retour à la normale arrivera.
je me laisse. J'espère bientôt quand même. Je me laisse aller. Comment vous percevez le monde d'après, vous, chez Sendinblue? Quels axes de développement vous voulez mettre en œuvre? Voilà, le futur de Sendinblue, c'est quoi? Si vous êtes au fait de l'actualité, Sendinblue a pu annoncer et communiquer une levée de fonds de 140 millions d'euros il y a un mois et demi. Donc normalement, si tout se passe bien, tous les voyants sont au vert. Donc on fait partie de la famille existera BPI. toujours dans 40 ans. Si je prends la comparaison avec l'email, c'est vrai que l'email est un outil de communication qui existe depuis un certain nombre d'années. On s'est dit, ok, les réseaux sociaux vont prendre de plus en plus d'importance. Le SMS, le téléphone ou d'autres types de communication. L'email est toujours là. L'email est bien le village gaulois dans cet empire romain. Je pense qu'on peut en parler, mais si je parle de perspective, donc tous les voyants sont au vert pour apporter encore plus de fonctionnalités, de services et qui vont permettre d'automatiser encore plus de choses pour nos clients. En tout cas, dans le cadre de la communication digitale. Et c'est marrant que vous parliez d'email parce qu'effectivement, on voit qu'il y a une ère d'innovation où on innove, on invente sans cesse. Il y a encore des personnes qui sont assez téméraires pour lancer des newsletters et des newsletters qui marchent. Donc, preuve que même dans le digital, on peut réinventer des choses pour donner du sang neuf, finalement. On parle du fait que tout est périmé plus vite, que tout est passé de date beaucoup plus rapidement avec le digital. C'est pas toujours le cas. Bon, il y a un vrai besoin, et encore plus maintenant, parce que l'email, finalement, et la newsletter devient un outil de communication vraiment primordial. Et non, allez-y, mais ensuite Mais c'est vrai que vous avez un certain nombre de possibilités pour créer des contenus attractifs, design entre guillemets sexy. Mais on a bien entendu encore un certain nombre de structures qui ne le font pas, et c'est pour ça qu'on les accompagne. Mais oui, je vous rejoins là-dessus. Un email sexy, Hugo Mercier, ça passe par un bon objet, je crois, non? Ça passe par un bon objet, une bonne personnalisation, par un bon contenu, bon ratio entre l'image et le texte. Et par la certitude que ce mail nous est destiné à nous personnellement. Exactement. Après, vous savez très bien, on n'est pas dupes, mais je pense ce qui a le plus d'importance finalement dans la communication que vous pouvez avoir avec vos clients, je parlais de la segmentation, mais c'est de bien communiquer le bon message à la meilleure personne au meilleur moment. Et ça, c'est très important. Benjamin Mougin, je reviens à vous parce que la discussion m'inspire une autre question. Le pire écueil qui puisse avoir lieu quand on parle de relations clients et de digital, c'est l'impression d'avoir affaire à un robot, non? Il faut éviter le syndrome le syndrome du robot. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Exactement, et justement, on parlait d'hyper-personnalisation, donc c'est vrai que cette hyper-personnalisation est clé, et c'est vraiment aussi capital, mais dans le même temps, il faut pas que le client ait l'impression d'être épié, parce que là, on est sur vraiment, on passe de l'autre côté et sur un autre travers. C'est-à-dire que si le client se dit comment est-ce qu'il a cette information, c'est qu'il y a un vrai problème. On connaît bien trop ce monsieur. Donc c'est toujours une histoire de dosage. Tout est toujours une histoire de dosage. Et le dosage est de plus en plus compliqué, vous diriez, parce que toujours plus de data, toujours plus d'infos, dit toujours plus de tentation de vouloir aller plus loin dans la personnalisation, justement. Ouais, justement, je peux te laisser répondre peut-être. Surtout en ce moment, là en plus de ça, on est à une semaine ou 2 semaines du Black Friday. Donc vous imaginez, la tentation est grande d'aller au-delà des limites. Vous imaginez bien que l'aspect de la personnalisation est très importante. Mais oui, c'est majeur. C'est majeur et il y a le bon dosage à avoir, il y a la bonne pression marketing, commerciale à avoir. Et justement, depuis maintenant 2 mois, alors est-ce que c'est à cause de la crise ou pas, ça je ne saurais pas l'expliquer. Mais cette demande de doser et savoir doser de manière efficace la pression marketing et finalement la sollicitation des clients est de plus en plus importante. Je ne l'ai jamais autant entendu que maintenant. Eh bien, merci Hugo Mercier d'avoir partagé votre expérience et vos expériences chez Sendinblue. À vous tous qui nous regardez, je vous encourage encore. Il nous reste une demi-heure tout rond pour que vous nous envoyiez vos questions pour Hugo Mercier qui vient de s'exprimer, vos questions pour Timothée Rebourg qui s'apprête à s'exprimer et vos questions pour Benjamin Mougin qui est toujours là et pour Arnaud Laurent qui est également toujours là. Profitez-en, il vous reste une demi-heure
pour partager vos questions auxquelles on répondra évidemment avec une joie non dissimulée. Voilà, Timothée Rebourg. Rebonsoir. À vous maintenant d'être croqué et de nous raconter votre quotidien, Timothée Rebourg. Qu'est-ce que votre start-up, Sealed, quelle prouesse accomplissez-vous, quel service proposez-vous et en quoi en ce moment ça bouge pour votre plus grand bonheur? Alors, prouesse, je ne sais pas. Alors nous, donc Sealed, on est une entreprise française de cybersécurité. Donc on a l'impression que c'est un petit peu loin de la relation client, mais en réalité, c'est fondamental. On aide les entreprises à protéger leurs données, leurs documents, leurs emails de la façon la plus simple possible, la plus transparente possible. On a parfois l'impression que la protection des documents et des emails, c'est l'affaire des grandes entreprises qui se font attaquer, mais en fait pas du tout. C'est l'affaire de toutes les entreprises. Il y a une statistique qui est assez hallucinante, c'est que 40% des entreprises de moins de 50 personnes subissent des cyberattaques. On se dit, ben non, en fait, je suis pas une cible, mon entreprise est trop petite, j'ai rien à cacher. Mais c'est pas tant ça la question, c'est que on le disait plus tôt, les petites entreprises sont probablement les moins bien protégées et donc ça en fait des proies extrêmement faciles. Et une deuxième statistique qui est assez intéressante, c'est finalement, si je me fais attaquer, combien ça va coûter? Et en fait, 20% des TPE ont un préjudice supérieur à 50 000 euros quand ils se font cyberattaquer. C'est énorme. On parle pour certaines entreprises d'une cessation d'activité quand de telles cyberattaques surviennent. Et donc, alors, nous, on va pas répondre à toute l'équation. La cybersécurité, c'est une grande équation. C'est l'ANSSI donne ses recommandations. Cybermalveillance.gouv.fr fait de la surveillance et donne aussi ses recommandations. Nous, ce sur quoi on va aider, c'est la confidentialité des données. Donc, confidentialité des données, c'est quoi? C'est s'assurer que personne d'autre que les personnes légitimes à lire une donnée puissent les lire. Et ça, on le fait via une technologie qu'on appelle du chiffrement de bout en bout. Chiffrement de bout en bout, ça semble barbare. En soi, on l'utilise aujourd'hui dans WhatsApp. Quand vous échangez un message sur WhatsApp avec vos parents, avec vos amis, il n'y a que vous et ces personnes-là qui sont en mesure de le lire. Nous, on arrive avec une technologie similaire qui permet d'aboutir au même résultat, mais avec vos clients, vos partenaires et vos fournisseurs. En une petite vidéo, je vais vous montrer donc typiquement comment notre solution permet de protéger un fichier à destination de quelqu'un. Alors ça peut être lors d'une négociation. On travaille avec des entreprises qui doivent négocier des contrats avec des fournisseurs. On a aussi simplement des questions de protection de données personnelles. Là, on prend l'exemple d'une carte d'identité qu'on a glissé-déposée dans l'application. On choisit le destinataire et ça va faire une version du document qui est protégé. On le voit, il y a la petite icône bleue. Là, on double-clique dessus, ça s'ouvre. On n'a pas vu la différence. Pourtant, ce fichier est protégé. Si vous le mettez sur un Google Drive ou une Dropbox et que vous faites pirater ce Google Drive ou cette Dropbox, personne ne pourra le lire. Il n'y a que les personnes que vous avez mis dans la liste qui seront en mesure de l'ouvrir. Et vous pouvez modifier ses droits a posteriori. Un deuxième exemple qu'on peut voir, c'est dans le cadre d'échange d'emails. Donc là, typiquement, quand on doit envoyer des documents à l'extérieur, notre solution permet de s'intégrer directement dans Outlook, par exemple, de cocher une case, on appuie sur envoyer et ça s'envoie chiffré. On ne voit pas trop la différence. Pourtant, si votre boîte mail est piratée et que quelqu'un d'autre arrive à voler ces emails, il ne pourra pas les lire. Il n'y a que vous et vos destinataires qui seront en mesure de les ouvrir. Et dernier exemple qui, en termes de relations clients, a été quelque chose qu'on a mis en œuvre et largement déployé pendant cette crise, c'est sur la collecte de documents. On a eu plusieurs cas d'usage. Ça va être par exemple des courtiers en assurance, des agences immobilières ou des concessionnaires automobiles qui doivent collecter des documents et ce de façon sécurisée. Aujourd'hui, la meilleure façon qu'ils avaient, c'était envoyez-moi un email, sauf que ça contient de quoi forger une identité. Quand on envoie un dossier de location à une agence immobilière, ça contient les 5 dernières fiches de paye, carte d'identité et tout ce qu'on veut. Quoi de meilleur pour un attaquant? Donc nous, ce qu'on propose, c'est justement une façon de protéger ça en toute simplicité et en parfaite conformité avec le RGPD, par exemple. Timothée Rebourg, merci pour ces exemples on ne peut plus clairs. Là, je crois que vous avez comme je devais vous demander normalement comment Sealed protège nos données. Je crois qu'on vient de voir ce qu'il en est. On a vu avant-hier
lors de la journée consacrée à la finance, RH, comptabilité, juridique, etc., que pour les petites entreprises, justement, le côté juridique, toute la paperasse, pour parler un petit peu, pour en parler un petit peu trivialement, c'était quelque chose qu'on mettait sous le tapis et dès la création de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on mettait sous le tapis. Est-ce que vous diriez que c'est à peu près la même chose pour la sécurité des données? C'est pas une préoccupation du début. Quand on crée une boîte, on se dit pas, on est galvanisé par l'idée, on est galvanisé par la création, par l'envie de réussir ce qu'on veut entreprendre, mais on ne pense pas directement à la sécurité des données. Et pourtant, vous venez de le prouver en présentant Sealed, c'est quelque chose d'absolument capital. C'est clair. Alors, je dirais même plus que ça, c'est que quand on crée une boîte, au moins, on doit déposer des statuts. Donc, il y a un minimum de juridique qu'on va faire. On signe des contrats de travail. Donc, il y a aussi un minimum de juridique. La cybersécurité, on peut l'omettre complètement et se réveiller avec toutes les données de son entreprise qui se retrouvent sur Internet, accessibles à n'importe qui. Potentiellement, se prendre une amende de la CNIL si ce sont des données personnelles. On peut se retrouver avec un ransomware qui va paralyser l'entreprise et on a tout perdu. Et effectivement, quand on crée une boîte, quand on monte une boîte, quand on est au quotidien, c'est quelque chose qu'on peut se dire, ça m'arrivera jamais. Et ça arrive, en fait. Timothée Rebourg, avant de parler, avant de vous challenger sur les potentiels grands méchants loups qui peuvent nuire à votre système et comment est-ce qu'on peut, mesurer la fiabilité et la sécurité justement de votre système, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui peut arriver justement à une PME, à une société qui ne prend pas garde aux mesures les plus élémentaires pour protéger ces données, qu'est-ce qui est des cas les pires choses en fait, les pires choses qui peuvent arriver quand on ne prend pas garde à sécuriser ces données? Alors, il y a plusieurs aspects. Vous parliez des entreprises qui veulent à tout prix créer leur nouveaux produits, leur nouvelle technologie ou autre. On a aujourd'hui des clients qui nous disent, moi, je suis en train de développer une technologie qui est super sensible. Je vais potentiellement empêcher un géant de l'agroalimentaire de vendre des engrais parce que j'ai créé une nouvelle substance qui permet de diviser par 40 la consommation d'engrais. Ils ont peur de se faire attaquer par ce géant de la pétrochimie. Et donc, si ils se font attaquer, ils vont perdre ce brevet, ils ne pourront plus l'exploiter, et donc en fait, ils auront perdu toute la propriété intellectuelle de leur entreprise. Donc tout le fruit de leur travail sera parti en fumée, simplement parce que y a quelqu'un qui sera rentré dans leur boîte mail, qui aura volé le dossier de dépôt de brevet avant qu'il soit déposé, et le brevet sera invalide. Ça, c'est le worst case scénario qu'on peut imaginer pour une entreprise technologique, par exemple. Et c'est d'autant plus, c'est d'autant plus frustrant quand l'idée, quand on aurait pu, quand ça aurait pu donner lieu à une belle boîte, c'est clair, etc. C'est d'autant plus rageant. Timothée Rebourg, comment est-ce que vous mesurez, comment est-ce que vous musclez votre système, comment est-ce que vous le protégez des potentielles attaques, parce que vous êtes pas vous-même, vous n'êtes pas à l'abri d'attaques, justement, on en parlait tout à l'heure. Comment est-ce que vous garantissez une fiabilité totale et une sécurisation totale? Alors là-dessus, nous on a une philosophie qui est assez singulière, mais qu'en fait une nouvelle mode en cybersécurité, mais qui est singulière pour le reste du monde. C'est ce qu'on appelle le zéro trust. C'est-à-dire qu'on ne fait confiance à personne si c'est possible. La parano, on en parlait tout à l'heure. Alors c'est la parano, mais au niveau le plus fin de informatique. Il y a des personnes qui se disent, moi je vais mettre un document sur tel cloud, tel Google Drive, Dropbox, peu importe. De toute façon, ils vont pas vouloir le lire. Nous, ce qu'on dit, c'est est-ce qu'ils ont vraiment besoin de pouvoir le lire? S'ils en ont pas besoin, ne leur donnons pas le droit, en fait. On a des techniques qui permettent d'empêcher toute personne de lire ces données par du chiffrement. Et donc, on considère, en fait, avec notre technologie, que tout autre acteur que les personnes qui ont le droit de lire les données sont potentiellement malveillantes, peuvent se transformer en un acteur malveillant. Et en fait, c'est en faisant confiance à personne que les attaques se passent le mieux, parce que finalement, quand une entreprise qui a des données à protéger, qui a des données sensibles, qu'elle les a protégées avec Sealed, si elle a une cyberattaque, si ces données se font voler par un attaquant, elles ne seront pas lisibles. Et c'est comme ça qu'on permet d'assurer le plus haut niveau de sécurité. Et pour prouver ça, on est en cours de certification auprès de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pour prouver la robustesse de notre solution. Timothée Rebourg, est-ce que vous pouvez nous décrire
rapidement et le plus aussi de façon aussi imagée que l'était votre vidéo tout à l'heure, donc avec vos mots et votre visage, donc vous voyez, très expressif. Comment se passe un piratage? Ça, on entre par où? Qu'est-ce qu'on va chercher? Combien de temps ça dure en moyenne? Ce genre de questions, peut-être un peu bête, mais non, mais c'est pas une question bête. Alors, une attaque, elle se passe sur deux plans. Elle se passe du côté de l'attaquant et du côté de l'attaqué. Du côté de l'attaqué, souvent, on s'en rend compte quand c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte quand tout est bloqué. Ou quand tout est sur Internet. Donc, on s'en rend compte avec stupeur. Du côté de l'attaquant, comment ça se passe? On fait une préparation de terrain. Typiquement, si on doit essayer de rentrer dans la boîte mail de quelqu'un, on va chercher sa vie. On va dire, OK, c'est quoi le nom de son chien, c'est quoi le nom de sa mère, c'est quoi sa date de naissance. Et en fait, on va essayer de trouver le mot de passe qu'il a pu utiliser à partir de ça. C'est très simple, mais si votre mot de passe est constitué d'éléments de votre vie personnelle, les attaquants peuvent les trouver sur Internet, sur Facebook. Et donc, il y a ce travail de préparation d'une attaque qui est le plus long. Et ensuite, l'attaquant, il va préparer son attaque, dire, OK, je vais envoyer tel email à toute l'entreprise ou je vais essayer d'attaquer le mot de passe de telle personne, etc. Il appuie sur un bouton concrètement une fois qu'il a préparé son attaque. Et ensuite, il attend 5 minutes, entre 5 minutes et 1 heure que ça ait fonctionné. Mais du point de vue de l'attaquant, toute l'attaque se passe dans la préparation. Ça me fait penser, ce que vous dites me fait penser au roman de Quentin Lafaille, publié chez Gallimard, je crois, il y a 2 ans, qui décrivait justement une attaque. Lui, toute sa boîte Gmail a été mise sur Internet. Et donc, ce que vous dites me fait un peu penser à ça. C'est assez vertigineux de voir à titre personnel, mais à tous les titres d'ailleurs, de voir que notre vie privée peut être, dans quelques minutes, mise sur Internet. Il y a pas mal de réactions sur le live et je vous en remercie infiniment. Quelqu'un cite Andrew Grove, cofondateur d'Intel, qui a dit que seuls les paranoïaques survivent. Est-il visionnaire? Était-il paranoïaque? Probablement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, seuls les paranoïaques survivent, certainement. Benjamin Mougin nous a dit tout à l'heure qu'il fallait traquer les fautes d'orthographe dans les mails, etc. Orthographiquement parlant, il faut être paranoïaque, en tout cas. Alors, c'est clair. Alors, sur la question du phishing, il y a d'autres techniques. Par exemple, si votre banque vous envoie un email, a priori, elle vous enverra jamais un lien dedans. Connectez-vous vous-même sur le site de votre banque et tapez votre mot de passe à partir de là, plus que de cliquer sur le lien dans un mail. C'est toujours mieux. Est-ce que les paranoïaques sont les seuls à survivre? Alors peut-être, moi j'ai une autre philosophie, c'est je suis pessimiste, comme ça je suis jamais déçu. Et en fait, ça s'applique aussi en informatique, je fais confiance à personne, comme ça je suis sûr qu'il y a personne qui va pouvoir m'attaquer en retour. Alors c'est très pessimiste comme philosophie, mais l'appliquer aux hommes est triste, l'appliquer aux machines est réaliste. Oui, absolument. C'est bien résumé. Timothée Rebourg, quelqu'un vous demande sur le live si Sealed est adapté pour tous les échanges internes-externes. Alors, notre solution, effectivement, Sealed permet de gérer le chiffrement des communications, données non structurées, email et fichiers en interne en entreprise et également vers l'extérieur avec, je passe les détails, mais avec 2 modes distincts de protection. Et effectivement, ça permet également de gérer toutes les typologies d'entreprises qui peuvent être concernées. Donc, on travaille avec des TPE jusqu'à des grands comptes. Et là où on va s'arrêter, c'est peut-être typiquement il n'est pas nécessaire de tout protéger. Typiquement, si vous organisez un after work, en ce moment pas trop, mais un after work avec vos collègues, c'est pas forcément nécessaire de protéger ces échanges-là. Donc il y a une question de savoir où mettre le curseur soi-même. C'est une question de classification des données. Qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on va faire l'effort sur ce qui est sensible. Timothée Rebourg, une autre question. Pardonnez-moi. Y a-t-il une API Sealed pour l'intégrer au sein d'un système d'information existant déjà? Alors, on va fonctionner par API parce que notre technologie, en fait, c'est de faire toute l'intelligence côté client. Le principe d'une API, c'est qu'on va appeler un serveur pour qu'il fasse une opération à notre place et qu'il nous réponde. Chez Sealed, tout se fonde sur le fait que ça se passe côté client. Alors, il y a bien sûr des interactions serveurs. Ce qu'on va fournir plutôt que de fournir une référence, une API, c'est un SDK. C'est une offre à part de notre solution qui est à destination plutôt des éditeurs de logiciels qui voudraient intégrer
une technologie de chiffrement de bout en bout directement dans leur logiciel pour que les données de leur logiciel soient protégées. Donc ça, par exemple, on travaille avec des mutuelles pour protéger les données patients à l'intérieur de l'application de la mutuelle. Timothée Rebourg, certains voient en vous plein d'ambition et de développement. Timothée, pouvez-vous avancer sur une solution cloud de type ERP avec votre cryptage? Où vous placez-vous sur ce sujet? Alors, protégez-nous, semble vous dire les PME qui nous regardent. Alors, là-dessus, on a une philosophie un petit peu particulière. Il y a certains acteurs qui vont proposer par-dessus des solutions existantes de dire on va... alors, il y a des solutions qui s'appellent des CASB, Cloud Application Security Brokers, qui vont dire je vais mettre une couche de sécurité entre votre service cloud et vous. Nous, c'est une philosophie à laquelle on n'adhère pas trop parce que les technologies utilisées pour faire ça sont pas du chiffrement robuste. Je passe le détail, mais c'est de la tokenisation. Donc nous, on avait vraiment besoin de travailler avec l'éditeur de la solution. Donc s'il y a un éditeur de ERP qui veut protéger les données dans sa solution, même si cette solution est en cloud, on peut protéger ces données dans cette ERP. Mais on n'est pas une mesure d'infrastructure qu'on peut appliquer sur des données existantes, sur une infrastructure existante, sur des logiciels existants, sans les modifier. Timothée Rebourg, pardonnez ma curiosité, mais pour inventer, pour concevoir et pour publier, mettre en ligne une solution comme la vôtre, ça prend combien de temps et ça nécessite quelles ressources humaines, quel talent du digital, justement, quel talent de l'informatique et quel talent de cybersécurité avez-vous réuni pour façonner votre offre de service? Alors, Sealed est né il y a maintenant 5 ans dans la Silicon Valley avec plusieurs collègues aujourd'hui. C'est né dans un master d'entrepreneuriat de l'école polytechnique qui avait lieu à Berkeley. Donc mon CTO et moi-même sommes issus de l'école polytechnique. On est tous les deux diplômés de cette école-là avec un parcours maths appliquées informatique. On a réuni autour de ce projet également quelqu'un qui est pentester, c'est-à-dire hacker professionnel, si je peux le dire, qui a 7 ans d'expérience dans le domaine, et une dernière personne qui est directeur produit et dont le job est de faire en sorte que ce qui est fait par 3 ingénieurs et experts en sécurité soit utilisable par des gens normaux. Donc l'équipe qu'on a réunie autour de ça, c'est donc 4 fondateurs. On est 4 fondateurs dans l'entreprise, rencontrés aux États-Unis, mais on a créé l'entreprise en France. Expert de la cybersécurité, expert des maths appliquées et expert de l'expérience utilisateur. C'est les 3 points clés pour construire ça. Et on a donc commencé ça il y a 5 ans et aujourd'hui on a levé plus d'1 million, 1,3 million auprès d'investisseurs, notamment BPI d'ailleurs. Et on a seulement, au bout de 5 ans, on va pouvoir annoncer d'ici quelques semaines probablement notre certification auprès de l'ANSSI. Donc c'est 5 ans pour passer de l'étape d'une idée à un produit qui est reconnu par les autorités. Timothée Rebourg, c'est intéressant ce que vous avez dit. Pour en gros, de la même manière qu'un bon flic, pour avoir des bonnes infos, est obligé de copiner avec des bandits, vous, pour faire une bonne solution de cybersécurité, vous êtes obligé d'avoir un consultant qui lui-même est un hacker. C'est un peu ça que vous avez dit, pour être certain de savoir ce qui se passe. Et un hacker professionnel. Alors, c'est pas un consultant, c'est un cofondateur de la boîte. Oui. Mais oui, c'est-à-dire, il est ce qu'on appelle Grey Hat. Grey Hat, c'est quelqu'un donc qui s'est entraîné en tout cas à faire des attaques. Donc, et ensuite, il a travaillé en tant que consultant cybersécurité pendant 7 ans auprès d'entreprises françaises pour trouver les failles de leur système. Et en fait, la cybersécurité, on a l'impression que c'est soit des maths, soit des hackers dans leur garage. En réalité, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que la cryptographie, c'est des maths. Ça demande énormément de rigueur. Mais c'est aussi un travail de hacker et à essayer de trouver toujours la petite bête partout et bricoler. Donc oui, c'est un travail qui nécessite l'expertise de quelqu'un qui a été hacker. Vous avez beaucoup de questions, donc j'ai à peine le temps de poser les miennes. Et puis Dieu sait que vous m'en inspirez. Timothée Rebourg, est-ce que le hacking, les techniques de hacking et les potentielles failles, c'est quelque chose qui évolue vite, sans cesse, et sur lesquels il faut toujours s'adapter? En gros, quand vous avez établi une solution sûre, fiable
et le plus sécurisé. Vous avez dit que vous étiez pessimiste, etc. Mais le plus sécurisé possible, elle est caduque combien de temps après? Enfin, il faut l'adapter tous les jours, en fait. Alors oui, clairement, une solution de cybersécurité, elle a ses limites. Maintenant, les attaques évoluent tous les jours. On en voit toujours des nouvelles qui exploitent des failles humaines, des failles techniques. Et en fait, à chaque fois qu'on va rajouter une fonctionnalité quelque part, on en rajoute la possibilité de mettre une faille dedans. Faut pas en avoir peur, faut juste être extrêmement rigoureux sur faire des tests réguliers de sécurité. Chez SEAL, nous, on a subi cette année un audit de sécurité pour vérifier. On a donné notre code source entre les mains de personnes tierces qui sont experts du domaine pour nous dire si on avait fait un bon travail ou pas. En l'occurrence, on a fait un bon travail, donc c'est bien. Mais on fait ça de façon régulière pour rester humble. C'est-à-dire que aucun expert en sécurité va vous dire mon produit est inviolable et j'en suis sûr et certain. C'est pas possible. Parce que ce serait de la mauvaise foi. Complètement. Ouais. Une autre question, Timothée Rebourg, par rapport à Sophos, en dehors d'être français, comment vous démarquez-vous? Alors, Sophos, donc c'est une entreprise donc qui édite également des logiciels de chiffrement. On a une volonté d'être nettement plus simple d'utilisation donc ça c'est quelque chose qui est reconnu unanimement par tous nos clients que c'est utilisable par le commun des mortels et en particulier par n'importe qui, y compris vos destinataires qui ne sont pas enrôlés sur la solution. Donc ça, c'est une des premières différences avec à peu près n'importe quelle autre solution de chiffrement. La deuxième, c'est probablement le contrôle d'accès a posteriori. Quand vous chiffrez un document avec Sealed ou un email avec Sealed, vous êtes capable de savoir quand est-ce qu'il a été ouvert, par qui, depuis quelle adresse IP. Vous êtes capable de modifier les droits d'accès à ce document-là a posteriori. Timothée Rebourg, merci infiniment d'avoir été si clair et avec tant d'exemples concrets à vous donner qui nous regardez. J'ai une question pour nos deux experts, Benjamin Mougin et Arnaud Laurent, qu'on va pas laisser s'échapper si facilement. Et j'ai une question également pour Sendingblue. Est-ce que votre solution permet d'optimiser les tâches de marketing chronophages et donc gagner du temps, Hugo Mercier? Bien sûr, c'est là le but, pouvoir automatiser certaines actions. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du panier abandonné pour un e-commerce par exemple qui a besoin de relancer ses clients via un outil de marketing automation, mais on va être par exemple dans la communication avec nos clients sur prenant compte de leur anniversaire, de leur point de fidélité, et tout ça va pouvoir être paramétré depuis l'outil Sendingblue en paramétrant des scénarios, des scénarios d'automation avec différents points d'entrée liés à des actions sur le site internet. Si on n'a pas besoin de faire de relance, mais on veut le faire de manière automatique, ou tout simplement à une action d'un de nos clients suite à un email, par exemple. Je prends l'exemple simple. J'ai un de mes clients, que ce soit en B2B, en B2C, qui a été attentif à une communication que je lui aurais adressée, un email, une newsletter. Et en fonction de son comportement, je vais lui adresser de manière automatique un email, un SMS en fonction de ce comportement-là, chose qu'on aurait pu faire manuellement via la relance ou en se disant ok, je vais aller analyser qui sont mes ouvreurs de cet email-là. Voilà, je vais pouvoir le faire de manière automatique. Merci Hugo Mercier. Si vous avez encore des questions à poser à Hugo Mercier justement, n'hésitez pas, il vous reste 5 grosses minutes pour le faire. En attendant vos potentielles questions en rab, si j'ose dire. J'ai une question qui m'est parvenue tout à l'heure pour nos deux experts, Benjamin Mougin et Arnaud Laurent. Est-ce que finalement la cybersécurité n'a pas fait assez d'efforts pour être simple suffisamment pour permettre à des tissus économiques comme les PME d'acquérir une vraie sécurité, nous demande ce spectateur ou cette spectatrice. Je pense que Timothée a répondu à cette question en tout cas brillamment et qu'il a montré à quel point en fait l'intuitivité aussi d'une solution pouvait être la clé par rapport notamment aux autres acteurs du secteur, et que c'est vraiment le point clé, c'est que ce soit adoptable à la fois par ceux qui vont mettre en place cette solution, mais aussi les partenaires de l'entreprise. Et c'est ça vraiment la clé en fait pour avoir une vraie utilité et une vraie efficience. Arnaud Laurent. Je pense à peu près la même chose et surtout, je suis assez épaté par cette solution qui, si elle est aussi simple, effectivement, peut intéresser beaucoup d'entreprises exportatrices. Et donc, on avait déjà décidé avant la conférence qu'on se reverrait pour en discuter parce que ça m'a l'air tout à fait approprié.
Messieurs, on dit souvent que de façon triviale et très grand public, la meilleure façon de protéger ses données et de, du coup, se protéger soi-même, c'est de changer sans cesse son mot de passe, ses mots de passe et de ne jamais avoir le même. Est-ce que c'est quelque chose, vous, Timothée Rebourg, que vous appliquez ou alors pas du tout? Alors, effectivement, on a souvent cette recommandation qui arrive de dire faut faire des rotations de mots de passe tous les mois, tous les 3 mois, toutes les 2 semaines, je sais pas trop. Moi, j'ai pas du tout cette philosophie-là. J'utilise en fait, j'ai une autre philosophie. C'est que je n'ai d'ailleurs pas changé de mot de passe depuis 2011. Non, alors en l'occurrence, j'ai un gestionnaire de mots de passe qui va attribuer un mot de passe aléatoire à chaque service. C'est-à-dire que le risque à utiliser, le risque en fait, c'est d'utiliser le même mot de passe partout et qu'il soit faible. Parce que ça peut se contaminer. Typiquement, si vous utilisez votre boîte Gmail avec un mot de passe et qu'admettons, quelqu'un arrive à le trouver, qu'il soit dans une fuite de données, et vous l'utilisez sur autre chose, ça va se contaminer et tous les services qui vont utiliser le même mot de passe seront attaquables exactement au même moment. Donc, la recommandation que je fais, c'est plutôt de dire utiliser un gestionnaire de mots de passe. Il y en a des open source, il y en a des gratuits, il y en a des payants, peu importe, pour avoir un mot de passe unique par site internet, par service. Et le mot de passe qui protège ce gestionnaire de mot de passe, ne le changez pas, faites-le juste très long. La recommandation aujourd'hui en cybersécurité, c'est plus d'avoir un mot de passe long qu'un mot de passe compliqué. Mettez une phrase de passe plutôt qu'un mot de passe. Un mot de passe ou une phrase de passe qu'on est évidemment en mesure de retenir. En mesure de retenir et qui ne contient pas de détails personnels de votre vie. Si vous prenez votre date de naissance, c'est sur Facebook. Si vous prenez le nom de votre chien, c'est aussi sur Facebook ou Instagram. Donc, ne prenez pas des infos de notoriété publique sur vous, votre vie ou votre famille. Ou sur la chanson préférée de David Bowie. Je viens de donner mon mot de passe. Non, Timothée Rebourg, je finis sur ces questions très triviales parce que ça nous concerne tous. Vous disiez tout à l'heure, si un pirate découvre le mot de passe Gmail, eh bien, c'est qu'il a trouvé tous les autres, non? Parce que le mot de passe Gmail, c'est un service absolument capital de notre vie et qu'on ouvre tous les jours. Donc, on est tenté de se dire que c'est sur ces trucs qu'on utilise tout le temps qu'il y a le mot de passe source dans une certaine mesure. Alors, effectivement, Gmail est peut-être le mauvais exemple parce qu'ils n'ont, à ma connaissance, pas eu de fuite de données sur leur base de mots de passe. Et accessoirement, aujourd'hui, les mots de passe sont pas directement en clair sont pas directement accessibles par Gmail. Gmail ne connaît pas votre mot de passe. Donc, l'administrateur de Gmail ne pourrait pas donner le mot de passe que vous utilisez dessus. En revanche, prenez n'importe quel site de e-commerce, petit site de e-commerce où, vous avez des multitudes de comptes sur une multitude de sites, tous n'appliquent pas les mêmes mesures de sécurité que Google est capable d'appliquer. Et si vous utilisez le même mot de passe sur un forum quelconque et sur votre compte Gmail, le forum va contaminer votre compte Gmail, par exemple. Merci Timothée Rebourg pour ce petit coaching de dernière minute pour nos mots de passe respectifs. Monsieur Laurent, quel futur pour les échanges entre les PME exportatrices et leurs clients en post-Covid, selon vous, nous demande un spectateur qui vous s'adresse à vous directement. On aimerait tous le savoir. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, il y aura plus de local dans les différents pays, parce que ça, on s'est rendu compte qu'il faut quand même de l'humain, donc il faut garder du local dans chaque pays, mais que la relation entre les prospects, les clients et notre correspondant, notre ambassadeur local et l'entreprise se fera de plus en plus de façon digitale. Du coup, j'ai envie de dire que la transfo digitale est le meilleur partenaire stratégique de la transfo internationale parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont passer dans les canaux digitaux pour continuer à faire notre métier. Et donc, on voit une vraie transformation en fait de nos métiers. Mais ça va arriver petit à petit, mais c'est inéluctable parce qu'en plus, sur l'international, on voit aussi des courants tels que ceux liés à l'impact sur l'environnement, où de toute façon, même après la pandémie, on risque de moins voyager. Donc, c'était une accélération digitale aussi. Et à la Fabrique de l'Export, on a pas mal réfléchi sur tous ces sujets-là. Et on pense que oui, il y aura beaucoup de transformations qui vont s'opérer et qui ont déjà démarré. Donc après, ce sera plutôt une question de vitesse d'adaptation à ces méga trends et à ces nouvelles pratiques et à ces nouveaux outils. Merci Arnaud Laurent, vous venez de répondre à l'ultime question puisqu'il est 18h28 et le temps presque
pour nous de clôturer cette semaine digitale des PME. Je partage avec vous les réponses aux 3 questions que j'ai posées moult fois pendant cette heure et demie. Comment évalueriez-vous votre niveau de digitalisation de la relation client? Vous êtes 4% à avoir répondu très fort, 29% à avoir répondu fort, 61% à avoir répondu faible et 6% à avoir répondu très faible. Comment évalueriez-vous votre niveau de connaissance des enjeux de cybersécurité liés à la relation client? 8% très fort, 24% fort, 58% faible, vous avez du travail Timothée Rebourg, et 10% très faible. Voilà pour cette deuxième question. Et enfin, vos 3 priorités en termes de digitalisation de la relation client. Pour 19% d'entre vous, il s'agit d'améliorer la gestion multi-omnicanal. Pour 13%, il s'agit de maîtriser l'e-réputation et la satisfaction. Pour 22%, il s'agit d'adapter les parcours clients. 12% d'entre vous souhaitez individualiser le marketing. Et enfin, 25% d'entre vous souhaitez automatiser les tâches chronophages. Et enfin, 9% avaient pour but et pour ambition de sécuriser davantage les données clients. Voilà pour les résultats aux 3 questions posées en début de séance. Voilà, c'est quasiment les larmes aux yeux que je m'apprête à vous dire adieu, et merci infiniment de nous avoir suivis pendant toute cette semaine digitale des PME. Merci aux partenaires, le réseau Entreprendre, la CPME, Pacte PME et évidemment notre hôte BPI France, le hub où nous étions certains, je dirais qu'il y avait quasiment la parité en termes de présentiel et de distanciel cette semaine. Nous diffuserons évidemment la semaine qui vient les replays. Vous avez dans le live normalement, comme chaque jour, ce soir encore, les informations relatives à chaque startup, aux 2 startups qui étaient là ce soir. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas. Et donc, écoutez, c'était un vrai plaisir pour moi d'animer cette semaine. Là, il y a 2 secondes, je me suis dit que j'allais résumer la semaine, et en fait, je pense que c'est un exercice absolument impossible. Donc, je préfère vous laisser partir en week-end la tête claire et vous dire à la semaine prochaine. Donc, sur le site pour avoir les replays et pour regarder les temps forts de cette semaine que vous avez peut-être manqué. Merci infiniment pour votre fidélité, pour votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end.